Alors, on a vu la consultation que 60% des répondants ne connaissaient pas l'OBEP, l'Observatoire des élèves à besoins éducatifs particuliers. Et donc, ça va être l'occasion de lancer les échanges en demandant à l'AEFE et la MLF, je pense, à quatre voix, de nous présenter cette OBEP qui est une initiative conjointe, ce qui s'y fait et sa raison d'être, en fait. Voilà, donc je vous laisse prendre la parole comme vous le souhaitez. Voilà, donc là, j'ai partagé la présentation qu'on va faire à trois voix. Je tiens à préciser que je partage au niveau de la MLF le dossier éducation inclusive avec ma collègue Delphine Regnard. Donc voilà, nous commençons. Je te laisse la parole, Alain. Eh bien, puisque tu l'allèges, je la prends. On va peut-être commencer par le commencement. Le commencement, c'est que, comme vous le savez, on a un réseau d'établissements français à l'étranger qui est en charge d'une mission de service public à l'étranger. Et dans cette mission de service public, bien, on essaye de faire nôtre, dans ce réseau, les attendus réglementaires de la politique éducative française et à travers cette politique éducative aussi celle relative à l'inclusion scolaire. Donc, la première source, si vous voulez, à laquelle il faut se référer, c'est le Code de l'éducation. Et en gros, le Code de l'éducation, pardon, dans son article L111.1, affirme que le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction. Il consacre ainsi une approche nouvelle, quels que soient les besoins particuliers de l'élève, c'est à l'école de s'assurer que l'environnement est adapté à sa scolarité. Dans son article L452-2, il dispose que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a pour objet de veiller au respect des principes de l'école inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers. Alors c'est un socle très général, mais c'est un socle qui nous oblige d'une certaine façon et qui fait que l'éducation inclusive est justement et doit être une priorité stratégique du réseau EFE. Alors, à partir du moment où on considère que l'école inclusive est une priorité stratégique du réseau, eh bien, au service de cette stratégie, il a été décidé en juin 2016 de la création d'un observatoire donc des besoins particuliers des élèves. Et la vocation essentielle sur laquelle on va revenir un tout petit peu après, c'est par le biais de la création de cet observatoire et par le biais de sa réflexion propre, eh bien, d'accompagner les établissements dans le développement d'une organisation et d'un pilotage qui soit plus inclusif. Je passe donc la parole à partir de maintenant, puisqu'il était question d'être à trois voix dans cet exercice, à ma collègue Raphaël. Merci Alain. Alors, en ce qui concerne quelle est la composition de cet observatoire pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, juste préciser que ce n'est absolument pas une instance officielle. J'allais dire que c'est un espace de travail et de collaboration qui est effectivement l'émanation du conseil d'administration de l'agence. Elle est d'ailleurs présidée par le directeur général de l'AEFE. La coordination est faite par mon collègue, donc inspecteur en charge du premier degré, référent école inclusive, et je viens en appui de cette coordination, en lien bien sûr avec les deux collègues de la MLF, donc Dominique Collado et Delphine Regnard. Il y a quatre autres membres. Il y a d'autres membres, des élus, tout d'abord, 4 parlementaires, 2 députés, 2 sénateurs, 1 et bientôt 2 élus locaux de l'étranger, un conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger et un conseiller des Français de l'étranger. Siège également le directeur général de la mission laïque française. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères est également représenté et le MENJ a délégué une inspectrice générale qui participe à nos travaux. Siège également, et bien sûr, ils ont une place toute particulière, les associations de parents d'élèves, donc la FAPE, la FCPE et la PEP, ainsi que des représentants de l'Union des Français de l'étranger et de Français du monde, et bien sûr, des organisations représentatives
éducative des personnels. Alors, j'ai envie de dire, comme un ami sénégalais avec lequel je m'entretenais de l'OBEP, mis au phare, voilà, il paraît que ça veut dire « on est ensemble ». Eh bien, c'est vraiment l'esprit de l'OBEP qui est un lieu de partage et de travail. Alors, quels sont les objectifs au-delà d'effectivement vouloir améliorer l'inclusion scolaire? Et d'ailleurs, l'OBEP, c'est l'Observatoire pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Deux objectifs, assurer une veille sur les évolutions ou les réformes du service public national de l'inclusion scolaire et étudier les modalités d'élargissement ou d'ajustement de ces évolutions dans le réseau des établissements d'enseignement français à l'étranger afin de permettre l'adaptation du parcours scolaire, quel que soit l'établissement d'affectation, c'est-à-dire quel que soit le statut. Cela concerne l'ensemble des 567 établissements homologués. Alors, si on prend les 4 missions de cet observatoire, c'est documenter, suivre l'évolution de la prise en compte des besoins particuliers des élèves, identifier les axes prioritaires de progrès, les freins, les leviers, proposer des axes et des outils d'amélioration des pratiques. La deuxième mission, c'est valoriser, mutualiser les bonnes pratiques des établissements, c'est vraiment faire savoir ce qui se fait de bien, de manière à partager. C'est, en troisième point, arrêter, formaliser, soumettre à la direction de l'AEFE, à l'opérateur public, en lien avec la MLF, les préconisations qui sont de nature à appuyer la conduite du changement en matière d'inclusion scolaire dans le réseau. Et enfin, renforcer le dialogue entre tous les acteurs qui œuvrent pour améliorer les conditions de scolarisation de ces élèves. Voilà en quelques mots. Dominique, je te passe la parole pour nous dire quelles sont les réalisations de cette OBEP. Voilà, parce que tout à fait concrètement, on va au-delà d'un simple observatoire, hein, on est aussi force de proposition. Donc, quelques exemples de réalisation, par exemple, de publications officielles auxquelles l'OBEP a contribué largement. Alain ? Oui, il y a eu une première étape importante en fait à laquelle l'OBEP a largement contribué au moment de sa création. C'est la publication en fait d'une circulaire interministérielle le 4 août 2017 qui arrivait finalement sur un terrain réglementaire qui était vierge jusque-là et qui prenait en considération de manière pour la première fois volontariste les élèves en situation de handicap scolarisés à l'étranger dans notre réseau d'établissements et d'origine française. Donc, ce premier texte a créé un précédent parce qu'il a commencé à délimiter un champ de préoccupation, si vous voulez, relatif en fait à la prise en compte dans le parcours de scolarité des élèves de nationalité française dans les établissements français à l'étranger, des élèves en situation de handicap. C'était un premier temps, un précédent essentiel. Et ce texte a été ensuite complété, si vous voulez, par une deuxième circulaire de parution plus récente, puisqu'elle date du 13 août 2021. Et la particularité essentielle de cette circulaire, si on peut le dire comme ça, c'est d'élargir complètement le champ d'application, non seulement en ne parlant plus seulement des élèves de nationalité française, mais en couvrant l'ensemble du public scolarisé à l'étranger, tous les élèves, toutes nationalités confondues, et d'élargir la focale en ne prenant en compte plus seulement, si j'ose dire, la situation des seuls enfants en situation de handicap, mais la problématique générale des élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc, ces deux textes ont marqué le concours important à l'impulsion de l'OBEP pour une dynamique de prise en compte de ces parcours de scolarisation à l'échelle interministérielle, puisque ce sont deux grandes directions de nos ministères respectifs, hein, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse aujourd'hui, et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui ont été signataires en fait de ces deux circulaires successives. Je voulais juste préciser que sur la circulaire interministérielle du 13 août 2021, eh bien, on insiste sur un certain nombre de sujets, bien sûr, on traite et on couvre un certain nombre de sujets relatifs à cette scolarisation, mais on précise que tous les élèves du réseau des établissements d'enseignement français à l'étranger homologués par le ministère en charge de l'éducation nationale et de la jeunesse, qu'ils soient de nationalité française ou autre, bénéficient des dispositions relatives à l'inclusion scolaire en prenant en compte les ressources et contextes locaux.
en prenant en compte les ressources et contextes locaux. Le chef d'établissement et le directeur d'école veillent à l'accueil et à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers et s'assurent que tout est mis en œuvre pour faciliter leur parcours scolaire. Les personnels des établissements français de l'étranger participent à l'évaluation, à l'élaboration et à la mise en œuvre du parcours de scolarisation de ces élèves. Voilà en fait un cadre général dans lequel l'ensemble du réseau, effectivement, doit pouvoir inscrire son action. C'est ce qui est écrit. Entre le prescrit et le réalisé, comme il a été dit en introduction, il y a toujours un gap. C'est sûr que si notre système était toujours conforme à ce qu'on décrète au plus haut niveau, on aurait le système le plus magnifique au monde, parce que les dispositions qui sont prévues par les différents textes sont d'une telle richesse que si elles étaient suivies par leur juste application, on aurait effectivement un système complètement idéal. Mais comme vous le savez tous, il ne suffit pas de décréter. Dominique, c'est à toi. Merci Alain. Alors parmi les autres réalisations, donc la mise en place de groupes de travail très précis qui ont abouti à des productions d'outils, des documents de référence et des interventions d'experts. Par exemple, il y a eu un groupe qui s'est vraiment attaché à contextualiser le document CAL inclus dans le cadre de l'enseignement français à l'étranger, à produire des modèles de convention. Nous avons également produit un livret métier du métier AESH à l'étranger, puisqu'on sait que ça n'est pas tout à fait dans les mêmes conditions qu'en France, et également un livret d'accueil pour les AESH. Le groupe numérique aussi travaille ardemment sur l'utilisation d'un numérique pédagogique au service de l'éducation inclusive. Et puis enfin, un groupe qui a travaillé beaucoup avec les intervenants extérieurs, tout ce qui est psychologue, orthophoniste, etc., et la relation avec les familles. Nous avons également, AEFE et MLF, monté un colloque sur l'éducation inclusive en 2019, fin 2019, qui a permis justement de rassembler de nombreux établissements de l'étranger et de donner justement naissance à ces groupes de travail, entre autres, mais qui a été quelque chose d'assez fondateur puisque c'était la première fois qu'on organisait un tel colloque de l'éducation inclusive pour l'enseignement français à l'étranger. Ensuite, nous avons également engagé une dynamique de formation. On l'a vu tout à l'heure, c'est très important de pouvoir accompagner les enseignants. Et pas que les enseignants d'ailleurs. Nous avons pu créer avec le concours de l'INSHEA un DU pour l'éducation inclusive, qui en est maintenant à sa 3e année, ainsi que des parcours et des masters qui sont en cours d'élaboration. Nous organisons AEFE et MLF une veille et une valorisation de bonnes pratiques sur nos sites respectifs avec des dossiers qui sont déployés à cette intention. Et récemment, la création d'une enquête spécifique qui est adossée maintenant à l'enquête de rentrée et qui rend cette enquête obligatoire, ce qui fait que nous sommes en train également de la perfectionner au fur et à mesure pour avoir une image vraiment précise de ce que représente l'école inclusive au sein de nos établissements. Voilà pour ce qui est de l'OBEP. François, il n'y a pas le micro. Oui, oui, pardon, je cherchais le petit icône du micro. Merci beaucoup pour cet éclairage sur le rôle et les réalisations de l'OBEP. Peut-être juste avant de rentrer dans ce que l'AEFE et la MLF font avec des exemples de dispositifs, on a des capsules vidéo qui ont été faites par plusieurs chefs d'établissement ou référents EBEP dans les établissements. Peut-être définir justement, parce que c'est une question qu'on a, qu'est-ce qu'on entend effectivement par élève à besoins éducatifs particuliers, donc EBEP, qu'est-ce que ça couvre et est-ce que notamment les élèves à potentiel, les HPI, donc je vous laisserai donner l'explication du sigle, est-ce que les HPI en font partie ou pas en fait? Peut-être pour définir un peu le contexte de ce qu'on entend par aujourd'hui. Monsieur Trintignant, peut-être ou...
Oui, je veux bien me lancer, quitte à ce que mes collègues complètent. Oui. En fait, vous avez des élèves qui vont rapidement présenter des besoins particuliers. Ils ne vont pas rentrer dans les standards habituels des apprentissages tels qu'on les attend en général dans une classe, en raison d'une situation de handicap, par exemple, ou en raison de difficultés de toute nature qui viennent contrarier, empêcher le bon déroulement des apprentissages. Donc, on voit à travers l'existence de ces élèves qu'ils posent dans leur dynamique développementale, si vous voulez, des sujets différents, un challenge, un défi à l'enseignant qui doit effectivement proposer des adaptations pédagogiques et didactiques pour les embarquer dans les apprentissages que d'autres réussissent statistiquement plus facilement. Donc, cette population d'élèves dite à besoins éducatifs particuliers oblige à une différenciation pédagogique plus poussée, oblige à une réflexion sur l'accessibilité pédagogique plus poussée, oblige à des adaptations individuelles souvent plus personnalisées. Donc, la nébuleuse élève à besoins éducatifs particuliers, c'est un petit peu ça, je dirais. Alors, quant à votre question sur les élèves à haut potentiel, les élèves à haut potentiel ont des besoins éducatifs particuliers, c'est une certitude, tout simplement parce que leur routine intellectuelle, leur mode de fonctionnement cognitif et socio-émotionnel, en fait, n'est pas complètement standard, si j'ose dire non plus. Ils ont des modes d'approche des tâches qui leur sont proposées, qui leur sont propres, et qui sont parfois, effectivement, difficiles à suivre. Du coup, il y a nécessité pour eux aussi d'observer et d'analyser leurs besoins spécifiques et particuliers pour justement apporter les réponses pédagogiques et didactiques les plus appropriées possibles.